Quand tu es expert en marketing et en vente, tu peux concrètement créer tout ce que tu veux, générer du business en fait. Si tu veux à un moment donné scaler au-delà du million et demi de chiffre d'affaires, il te faut un levier. Il te faut un moteur. Ce qui est hyper important, c'est d'avoir quelqu'un au sein de l'organisation qui est vraiment obsédé par la croissance et la vente. Il y a juste des durées de vie et des tailles de marché, donc en fait il faut aussi accepter le fait que tu vas avoir des cycles. T'es en fin de cycle, c'est pas grave, il faut juste que tu sois sur un nouveau cycle derrière. Salut Étienne, alors tu es le fondateur de Junto, merci d'être là aujourd'hui pour inspirer nos gérants d'agence. Tu vas nous raconter ton histoire. Donc tu as commencé à 26 ans, tu as 34 ans aujourd'hui, vous faites 10 millions de chiffre d'affaires, il y a plein d'autres stats que tu pourras nous parler. Justement, tu me disais, vous êtes moins maintenant qu'avant, donc ça c'est hyper intéressant, il faudrait qu'on en parle. Ça, c'est ce que tout le monde sait, tu passes dans pas mal de podcasts, t'es généreux, tu partages pas mal de retours d'expérience. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est de savoir un peu le Étienne d'avant, avant Junto, qu'est-ce que tu as fait, comment t'en es arrivé là, et puis du coup, on recommence même de zéro si t'as envie. Bah écoute, ouais, merci beaucoup pour l'invitation Théo, ravi de pouvoir partager avec toi et avec l'audience. Écoute, alors pour commencer, donc ouais, j'ai 34 ans et ça fait aujourd'hui déjà 8 ans que j'ai créé Junto. Et avant de créer Junto, j'ai eu plusieurs expériences entrepreneuriales. J'ai toujours voulu être entrepreneur. J'ai démarré très tôt le travail lorsque j'avais, dès que je pouvais commencer à travailler, donc à 16 ans. J'ai été baigné dans cette culture, voilà, j'ai fait un petit peu tous les petits boulots et je me posais toujours la question de comment faire plus, comment faire mieux, comment développer une activité. Et donc je suis passé par différentes phases, mais globalement après mes études de commerce dans une école de commerce parisienne, j'ai été directement en Asie, en Thaïlande où j'avais trouvé un stage de fin d'études dans un cabinet d'avocats. Et ça m'a ouvert un petit peu les chakras par rapport à l'entrepreneuriat dans le sens où j'aidais des entrepreneurs français à ouvrir et à gérer leur société donc à Bangkok en Thaïlande. Et via ces contacts, en fait, je me suis rendu compte vraiment de la richesse entrepreneuriale internationale. Et en fait, lorsque tu vis dans un autre pays, t'as pas trop le choix en fait, parce que c'est plus difficile pour toi de trouver un travail dans une entreprise. Il y avait effectivement quelques VIE, quelques grosses sociétés françaises basées à Bangkok, mais en fait plutôt réservées à des personnes avec plus d'expérience que des jeunes diplômés. Et donc il y a tout un ensemble, en tout cas c'était le cas il y a une dizaine d'années maintenant, il y a tout un ensemble d'entrepreneurs qui innovent, créent des sociétés, font du business en ligne, hein, comme on dit aujourd'hui. Et donc j'ai été un petit peu baigné dans tout ça, et c'est ça qui m'a lancé dans une première activité entrepreneuriale qui était une société de recrutement, qui était dont le principe était de faire venir des stagiaires en fait en Asie, donc à Bangkok et à Hong Kong. Et donc j'ai commencé comme ça et j'ai créé un job board où tu venais postuler et les entreprises postaient leurs offres d'emploi. Et donc voilà, j'ai commencé comme ça finalement dans le marketing, puisque j'ai fait beaucoup de SEO via cette expérience. Et ensuite, voilà, je pourrais redétailler ce qui s'est passé ensuite, mais je suis rentré en France et j'ai créé Junto même 2 ans après, voilà. Ouais, là ouais, moi je veux bien que tu détailles là. C'est passé. Là, déjà, est-ce que ça a marché T'avais quel âge? Parce que là, tu parles de business en ligne. À l'époque, c'était des muses, quoi. Ouais, je suis arrivé fin d'études, j'avais 20, donc au bac plus 5, j'avais 22, quoi, 22, 23. 23, j'ai créé la boîte, je devais avoir 24, non, 23, pardon, j'avais 23 quand j'ai créé la boîte, qui s'appelait Internship in Asia. Et ensuite, en fait, ce qui s'est passé, donc j'ai travaillé en fait 6 mois, 1 an dans une société qui était détenue par un Français et un Thaï, une société d'avocats. Et donc j'ai quitté cette boîte pour créer Internship in Asia. Et ensuite, j'ai dû faire 6-8 mois sur cette boîte-là. Mais si tu veux, je suis parti sans assez de capital de départ. J'avais sous-estimé les complexités d'avoir un permis de travail et surtout le coût d'avoir un permis de travail ici, Okay. En Thaïlande. Et du coup, voilà, je me suis lancé un petit peu tête baissée à 23 ans, alors que j'avais ni financement, ni expérience commerciale et marketing. Donc, autant dire, j'étais vraiment
voilà, j'étais déterminé, mais j'étais un peu fou aussi. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'avais pas le temps j'ai pas eu le temps de faire fonctionner cette activité puisque j'avais plus de revenus en fait. Lorsque je travaillais dans une société, j'avais des revenus parce qu'en fait ici, pour avoir un permis de travail, il faut avoir un certain niveau de salaire. Et donc j'avais quand même, je crois que j'avais 2500 $ par mois. Et en fait, quand j'ai quitté cette activité, j'avais plus rien. Et du coup, ça a précipité un petit peu la chute de cette activité, puisque j'ai pas pu investir longuement dedans. Et puis j'ai eu pas mal de petites péripéties dans le sens où j'ai lancé, on fait tous un peu ces erreurs, mais j'ai payé un premier prestataire pour lancer un site internet en Ruby. J'ai dû mettre toutes mes économies dessus, donc c'était 5000 €, je sais plus à l'époque. J'avais plus de j'avais plus de visa. Et après j'ai aussi baigné dans d'autres, j'ai essayé aussi de faire d'autres activités de e-commerce, mais globalement j'ai eu pas assez le temps et pas assez de financement pour aller au bout de ces activités-là. Et du coup, enfin voilà, ça faisait 6 mois, 8 mois que j'avais la tête dans le guidon. Il y a eu un coup d'état militaire à l'époque, en 2014, et j'en avais un peu marre en fait. J'en avais marre. J'en avais marre d'être en Thaïlande. Je me voyais pas démarrer en fait mon activité professionnelle à Bangkok parce qu'en fait je voyais bien que par rapport à mon profil, mon expérience, que j'allais galérer globalement. Et donc j'étais assez pragmatique par rapport à ça et je me suis dit bon bah rentre en France, refais-toi entre guillemets et on verra plus tard quoi. Donc retour à caisse départ. Je suis rentré en c'est ça, retour chez maman, ouais, papa, c'est ce que j'allais dire. mais c'est totalement ça quoi. Je suis rentré, j'avais plus rien. Et je suis rentré chez eux et en octobre, non, en août 2014, et en septembre j'avais un boulot à Boulogne, Billancourt. En fait, j'avais un ami qui travaillait un ami d'école qui travaillait dans une boîte qui s'appelle Effilab, qui faisait de la gestion publicitaire. C'était deux anciens de chez Google qui avaient monté ça et ça cartonnait. Et il m'a dit bon bah vas-y, enfin moi je lui ai montré ce que j'avais fait, mon expérience entrepreneuriale, le SEO, etc. Il m'a dit franchement t'as exactement le profil qu'il nous faut. T'as pas fait de paid, mais voilà, tu comprends la logique, etc. du marketing digital. Et du coup j'ai passé des entretiens et ils m'ont pris et voilà un mois après j'étais chez eux quoi. Ok, ouais, donc ça t'a pas servi à rien. Déjà, t'as découvert des choses, Non, tu t'es ah formé ouais sur le non SEO. c'est les 6 mois qui m'ont le plus appris à ce moment-là parce que j'ai même installé des serveurs AWS parce que du coup j'ai galéré avec le site, donc j'ai refait un site WordPress, mais j'avais plus d'argent pour payer un prestataire, donc finalement je l'ai fait moi-même. C'est installer les instances, les serveurs, enfin voilà, et derrière j'ai fait du SEO, j'ai installé les thèmes. Donc en fait j'ai beaucoup appris à ce moment-là, énormément appris. J'ai commencé à faire un petit peu de commercial, j'ai pris des formations en vente, formation en marketing. Donc, enfin, d'abord marketing, vente c'est venu un petit peu plus tard. Mais du coup, en fait, tout mon objectif c'était vraiment de monter une boîte et d'être entrepreneur. Mais j'avais pas les skills encore, donc c'était vraiment le moment où et c'est pour ça d'ailleurs je me suis professionnalisé dans le marketing derrière, parce qu'en fait pour moi c'était magique de me dire en fait quand t'es expert en marketing et en vente, tu peux concrètement créer tout ce que tu veux, générer du business en fait. Donc pour moi c'était incroyable d'avoir ces compétences là en fait. Et puis tu disais, c'est ça qui correspond à ton profil. Toi, t'es plutôt le marketeur, le vendeur. Tu vois, si tu t'associes avec quelqu'un, tu seras plutôt le profil commercial. Exactement. Moi, mon seul, un de mes gros focus, et ça l'a toujours été, c'est comment je développe du business en fait, et comment je trouve comment je trouve un petit peu le unfair advantage pour aller développer du business. Et on pourra peut-être y revenir, mais c'est aujourd'hui, je me rends compte que dans toutes les activités dans lesquelles je suis investi, c'est très important et c'est très difficile pour beaucoup de personnes d'être vraiment focus business croissance. C'est des compétences qui sont rares à trouver et qui ont beaucoup de valeur. Et donc voilà, on pourra en reparler, mais voilà, moi ça a toujours été mon moteur. Et petite anecdote, enfin voilà, à l'époque, c'est pour ça que j'ai beaucoup de followers aujourd'hui sur LinkedIn.
même sans avoir posté beaucoup de choses. Parce que à l'époque j'ajoutais déjà beaucoup de gens, j'étais déjà un peu dans cette démarche de volume, de taux de transfo, etc. Et c'était en 2012 quoi. Donc voilà, j'étais toujours dans cette logique de comment je peux hacker un peu le truc pour aller chercher du bis quoi. Ouais, je me fais une note mentale en effet de revenir sur ce côté aller chercher du biz. Et tu parlais de unfair advantage. Il faudra qu'on reparle justement de faire du biz, c'est bien, mais trouver quelque chose d'intéressant à vendre, une niche, une offre, quand tu dis sur Ouais. certains métiers. Et donc toi, on en parlera de Junto, mais c'est quand même un métier qui existe depuis longtemps. Il y a énormément de concurrents, donc Ouais. vous avez quand même réussi à créer quelque chose de fort. Je trouve ça hyper difficile. J'ai géré une agence SEO pendant un an. Enfin, j'étais plutôt freelance on stéroïdes. Et je me suis rendu compte que tout ce que tu lis sur le marketing, c'est bien, mais si ce que tu vends, c'est pas globalement très intéressant, très innovant, tu vas ramer 10 fois plus que quand tu arrives avec, Ouais. tu vois, nous, Samsara, je fais le même taf, et quand j'en parle aux gens, j'ai 10 fois plus de ROI sur l'effort, parce que, entre guillemets, c'est Ouais. innovant. Donc, on parlera de ouais, note Ouais, mentale, et donc, tu avec plaisir rentres, pour en reparler, ouais. ouais, Ouais. vas-y, parfait. Oui, donc ce qui est marrant, c'est que comment tu le vis de reprendre un taf après avoir eu ce côté, moi je veux être entrepreneur et en gros je fail un peu et je rentre chez papa maman. Ouais, écoute, c'est vrai que à l'époque, faut se remettre dans le contexte, mais ouais, c'est dur. Et puis, au-delà de reprendre un taf, c'est que Bangkok Paris, c'est pas la même vie non plus. Donc, effectivement, le retour est un peu douloureux. Après, quand tu sais pourquoi tu le fais et que tu as des objectifs, en fait, ça permet d'accepter beaucoup de choses. Euh, je savais que j'étais pas dans le bon contexte à Bangkok pour faire ce que je voulais faire. Et donc en fait, et je savais que j'allais rebondir rapidement. J'avais quelque part confiance en moi sur ça. Et du coup, c'était plus un tremplin qu'autre chose. Et typiquement, je me le suis pas vraiment dit comme ça, mais moi, je faisais des allers-retours. J'habitais, donc mes parents ont une maison dans le 78, vers Rambouillet, Clairefontaine, et j'allais à Boulogne tous les jours. Donc, je passe pour ceux qui connaissent la 118, c'est horrible, quoi. Tu passes après 6h30 du mat, t'attends 1 heure, quoi. Donc, en fait, je faisais parfois 2 heures de trajet aller-retour. Et d'ailleurs, j'y allais à la salle, j'essayais d'aller à 7 du mat, comme ça, j'évitais les bouchons. Mais bref, du coup, j'ai galéré de ce point de vue-là. Mais voilà, j'ai rencontré des collègues qui étaient géniaux. Je me suis recréé un réseau de personnes ultra compétentes. J'ai mis de côté. Voilà, j'ai écouté à ce moment-là beaucoup de dev perso, beaucoup de ventes, beaucoup de market. J'aime bien écouter des audibles, enfin des livres audio. Du coup, bah, je perdais mon temps en voiture, mais j'écoutais beaucoup de choses comme ça. C'était vraiment le moment un peu de construction. Et donc, je pense que pour nous tous, des entrepreneurs, des collaborateurs, c'est aussi parfois important, même si c'est douloureux, d'avoir ces moments de travail un peu intense sur soi-même. Et on pourra, voilà, enfin, j'ai vu d'ailleurs une vidéo YouTube pas longtemps, enfin, il y a pas longtemps sur le sujet, mais en fait, on a peu l'occasion de se retrouver vraiment dans une bulle et d'être par 1 mois, 2 mois à fond sur un sujet, sans distraction, sans réseaux sociaux, etc. Alors, c'était pas le cas, mais ça ressemblait un petit peu à ça, quoi. C'était le guerrier qui se prépare, quoi. Donc, c'était vraiment ça. Ouais, donc là ce que je retiens qui est hyper intéressant, c'est que tu t'es rendu compte que ton environnement t'a influencé énormément et que t'étais pas dans le bon environnement pour réussir quand tu étais par Ouais, exemple à Bangkok par rapport à tes objectifs du moment et que fallait te mettre avec enfin je sais pas avoir un challenge à ta hauteur, être dans un marché aussi quand même t'es rentré à Effilabs à l'époque, ça devait être vraiment un peu tu t'as dû voir l'avenir des ouais, skills que t'avais pas donc tu savais faire du SEO là ouais, c'était du paid donc t'as dû apprendre et du coup justement on parlait tout à l'heure de l'épisode de podcast que tu as fait avec Gérald, tu racontes que quand tu étais là-bas, tu es parti en mode guerrier, je veux vite, t'es direct aller sur le côté vente. Et donc là, je reconnais typiquement le profil entrepreneur, vendeur, biz, où j'imagine que du coup, tu es parti en mode développement personnel, livre sur la vente, je veux être le meilleur vendeur. C'est ça un peu ouais. que tu t'es dit? Ouais, c'est exactement. Ouais. J'ai pris
J'ai acheté à l'époque la formation d'un gars qui s'appelle Grant Cardone aux US. Ah oui, mon héros. Euh, à l'époque, je sais plus, j'avais mis 1000 ou 2000 euros dedans et j'avais pas beaucoup d'argent en fait et je buvais cette formation et ça m'a grave aidé et parmi d'autres hein, aussi du dev perso sur du mindset etc et oui et ça m'a et en fait du coup par exemple le midi j'allais pas déjà avec les collègues j'allais à la salle et j'étais en fait voilà j'étais vraiment dans mon âge parce que ça me plaisait pas en fait d'être dans ce cadre là mais je savais où je voulais aller et donc ouais c'était une période assez formatrice de ce point de vue-là et comme tu dis en fait à Bangkok quand j'ai démarré ma carrière c'était en fait les je peux pas dire que les deux sont importants et sont bien dans une vie de toute façon et enfin non, ce que je voulais dire c'est que j'ai toujours un problème avec ça c'est-à-dire que bah, quand t'es dans un pays étranger en Asie et que t'as 20 ans, 22, 23 ans, moi j'avais des copains qui gagnaient très bien leur vie. C'était la folie, enfin en termes de lifestyle, de soirée, etc. Euh, mais il fallait aussi contrebalancer ça à un moment donné avec le fait de construire et de se mettre dans une bulle et de savoir ce que tu veux, parce que la vie c'est pas juste s'amuser et profiter, etc. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui, de nos jours, enfin, est toujours très d'actualité, et encore plus avec les réseaux sociaux, avec tout ce qu'on voit, avec les infopreneurs, les entrepreneurs, etc. En fait, il y a beaucoup de tentations un peu partout. Et à ce moment-là, j'ai su faire le choix de la discipline, en fait, je pense. Ouais, de la difficulté. Et aujourd'hui, c'est encore plus. Ouais, En fait, je pense la manière dont je le dirais, c'est aujourd'hui, on n'a plus le temps de s'ennuyer. On n'a plus l'occasion de s'ennuyer parce qu'on est trop bombardé. c'est ça. Et c'est quand tu t'ennuies et que tu es dans un. Je lisais justement un mail d'un gars que j'admire un peu, qui a fait une super carrière et qui écrit bien. Il disait, le titre, c'était un peu déménager dans une ville où vous allez vous faire chier. Bon, moi qui viens de Limoges, j'ai eu la chance d'avoir ça pendant 20 ans. Et c'est vrai que c'est le soir quand tu te retrouves tout seul dans ta chambre, peut-être tu vas regarder des trucs, vouloir construire quand t'es un gars entre 20 et 20, entre même 18 et 25 ans, c'est typique. Et si t'as pas la chance, entre guillemets, de galérer ou de t'ennuyer, peut-être tu vas pas avoir cette opportunité de te construire. Donc, Clairement. Ouais. Ouais, clairement, il faut savoir se mettre dans des environnements qui qui vont être qui vont t'aider à atteindre ton objectif. Et effectivement, parfois, ces environnements sont des environnements plus calmes, parfois plus festifs. Enfin, faut savoir jouer avec. Et ça, je le vois plus avec l'âge. Mais il faut savoir effectivement s'aider de son environnement et pas de se faire contrôler par son environnement pour atteindre ses objectifs. Quoi. Et ses objectifs changent aussi hein, en fonction de son âge, exactement. euh, voilà, de ses objectifs personnels, etc. Et sa vie personnelle. Bon, vu qu'on est parti full dev perso, tu m'as parlé de Grant Cardone. Est-ce que tu as d'autres auteurs ou formations ou choses que tu as lues à l'époque ou vues qui étaient vraiment, enfin, aujourd'hui tu te dis ça a construit le tienne d'aujourd'hui. Mais je pense que tu as Think and Grow Rich, ça, c'est un classique. J'ai bien aimé tous les livres Dale Carnegie aussi, How to Win Friends and Influence People. Ok, t'as fait vraiment le Ça, c'est full, t'as fait le MBA dev perso. Ok. ouais, ça c'est un peu les classiques ou un peu de Brian Tracy. Après, t'as aussi des livres un peu How to Get, je sais plus c'était quoi, How to Get Filthy Rich, des trucs, non, voilà, des livres un peu comme ça finalement qui te font comprendre aussi la différence entre comment tu construis en fait du patrimoine concrètement. Qu'est-ce que voilà, comment tu scales quelque chose vs tu vends du temps. Vraiment, ces logiques-là en fait d'actionnariat vs salariat. Et après, moi, je suis très branché macro-éco aussi. Donc tout ce qui est Ok. Piketty, le capital au 21e siècle, des choses comme ça. Alors c'est un peu plus lourd à lire, mais ça permet quand même de comprendre très très bien on va dire le patrimoine des nations,
la différence entre la croissance du patrimoine et la croissance des salaires, les logiques d'inflation, logiques d'investissement. Donc voilà, je pense qu'il y a tout un panel, mais du dev perso à l'entrepreneur en passant par l'éco, la macro-éco, pour bien comprendre comment notre système monétaire fonctionne. Et voilà. Et après, je pense que par contre, ce que j'ai pas assez lu et fait, alors le dev perso, ça m'a posé d'une certaine manière, mais le bouddhisme m'avait posé avant, parce que j'habitais en Thaïlande et ça m'avait quand même ça m'a ouvert l'esprit sur et posé suite à la France. Mais voilà, avec le recul, je pense que j'aurais peut-être pu aller un peu plus côté spirituel, work-life balance, etc. Je suis très driven business et j'essaie aujourd'hui de contrebalancer avec aussi d'autres activités, d'autres centres d'intérêt. Je pense que c'est important et j'aurais pu commencer un peu plus tôt, je pense. Bon, après, je pense que tout à l'heure, t'en as parlé, clairement, c'est des phases. Et je pense que quand t'étais dans la situation dans laquelle t'étais, c'était du Grant Cardone parce qu'il fallait te mettre des coups de pied au cul. Lui, c'est juste de la motivation, finalement. Et oui, après, clairement, il y a des phases. Je pense que les gens qui sont au début ont besoin de ça. Et puis, limite, c'est un luxe de pouvoir se dire, tiens, maintenant, je vais avoir une work-life balance parce que j'ai atteint une certaine liberté. Est-ce que tu parlais de ce livre? Alors, non. Ok. Non. Bon là, justement, tu parlais de la différence entre les revenus et peut-être créer de la valeur avec avoir ta propre boîte, les actions, etc. Ça, c'est un livre que je recommande, How to Get Rich de Félix Denis. Lui, il a monté une boîte et en fait, tout son livre, bon, il y a plein de sujets intéressants, mais où franchement, je pense que c'est un des seuls qui insiste là-dessus, c'est les actions les parts que tu as dans ta boîte qui un jour vaudront vraiment cher. Il faut les garder précieusement et tout faire pour plutôt payer des prestats, payer des salaires, etc. Si t'es capable, si t'es en position de prendre le risque financier, c'est toi qui récolteras les fruits demain. Parce que bien sûr, il y a du risque, mais si ça marche... Ouais, mais en fait, c'est hyper... en fait, tout ça, c'est hyper difficile. Moi, je viens pas d'une famille d'entrepreneurs du tout. Mes deux parents sont... alors, ma mère a une petite solo-entreprise et mon père a plutôt été salarié dans des grands groupes. Et du coup, j'ai pas... En fait, pour se remettre dans le contexte de quelqu'un qui a 20 ans et qui a pas de rôle modèle et qui a pas d'entrepreneur dans sa famille, ben en fait, effectivement, tout ça, c'est des choses que tu connais pas et des questions que tu te poses, quoi. Ok, alors, donc là, on en était, c'était une super parenthèse, moi, perso, voilà, moi, ça m'inspire, donc quand je trouve quelqu'un qui me parle de Brian Tracy, forcément, je vais rentrer là-dedans. Donc, tu as ton premier job, tu te mets en mode chasseur, tu veux devenir j'ai cru comprendre, tu veux essayer d'être un des meilleurs vendeurs. Combien de temps tu restes? Comment ça se passe? Qu'est-ce que tu apprends? Et qu'est-ce qui fait que du coup, au bout d'un moment, tu pars pour faire Junto? Ouais, du coup, je reste 2 ans là-bas. Donc, je fais de septembre 2014 à septembre 2016. Je fais 1 an de gestion de compte. Donc, je gère vraiment des comptes sur Google. À la base, beaucoup plus de search. Et après, je fais aussi du social, mais un peu moins. Et pour se remettre un peu à cette époque-là, vraiment Facebook Ads, etc., ça commence, quoi. Je veux dire, nous, on gérait Le Bon Coin. Ils n'avaient pas encore de page Facebook. On a créé leur page Facebook. On a acheté des likes pour eux, quoi. Donc c'était ce moment-là. Et sur le search, je gérais des énormes comptes. En fait, on faisait un peu des choses de pirate et ça m'a grave appris, en fait. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait un truc qui s'appelait le Contact Plus, donc qui était en fait le reliquat un peu du Minitel, c'est-à-dire qu'en fait tu payais sur ta facture téléphonique lorsque tu accédais à un certain service en ligne. Donc par exemple t'avais un site par exemple horaire de train, tu cliquais sur voir les horaires de train et en fait tu payais à la connexion et au temps passé sur le site. Et donc un truc un peu dark, un peu gris, mais c'était légal et en fait on bossait pour une boîte qui éditait ces sites-là et moi je faisais l'acquisition. Donc le but c'était en fait globalement d'acquérir un client pour moins que le temps de connexion et ce qui rapporte en CA. Et c'était des mécaniques ultra rentables et moi ouais exactement et en fait moi ça me permettait d'investir des 10 000 euros par jour en search et display. Et donc en fait on montait très très fort en invest
sur un très court terme. On pouvait perdre, je sais pas, 20 000 balles sur 2-3 semaines, et ensuite on revenait à l'équilibre. Donc ça m'a permis de pousser la machine Google Ads, et ça m'a beaucoup appris sur la gestion effectivement publicitaire, et ça m'a beaucoup excité également, parce que quand tu vois ces montants-là et que tu les gères, effectivement, ça te donne de l'adrénaline quand même. Et donc voilà, donc je faisais ça pendant 1 an, mais j'étais pas un grand fan personnellement du métier dès le début en fait, parce que on m'a mis devant des tableaux Excel. Enfin voilà, c'est très le digital, c'est très enfin c'est que chiffré quoi. Je bossais avec, en fait, ils recrutaient chez Philab, ils recrutaient que des consultants, même des consultants en strat, qui étaient des très bons profils. Et moi, je suis arrivé premier jour, j'étais devant Excel et tout, j'étais pas bien quoi. Et et, euh, et du coup, voilà, j'avais pas une formation, tu vois, en tableau croisé, je faisais pas de VBA, j'avais pas de dev de Excel, et eux aussi. Et du coup, parce qu'ils avaient tous leur dashboard, ils faisaient tous, en fait, on bossait sur Excel, on importait tout sur les comptes. Enfin voilà, donc c'était très chiffré comme approche, et très statistique. Et du coup, ça m'a un peu fait peur au début, et j'ai même cru quitter assez rapidement l'aventure. Et en fait, je me suis accroché, mais même en m'accrochant, j'ai commencé à être bon, mais ça me plaisait pas d'être devant un ordi, devant des tableaux toute la journée. Et donc, je voulais vraiment sales. Et en fait, Effilab, à la base, c'était vraiment les deux fondateurs qui avaient un gros réseau et qui ont scale sur leur réseau, comme beaucoup de boîtes, jusqu'à 1-2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et du coup, moi, en fait, ils ont racheté une boîte qui s'appelait Ads on Wall, et ensuite ils ont vendu à Solocal, Page Jaune. Et en fait, moi, à ce moment-là, quand ils ont racheté Ads on Wall avait une cellule commerciale, et moi, j'avais envie de faire du commercial, donc en fait, on a créé une cellule commerciale au sein d'Effilab suite à ce rachat, et moi, j'ai fait partie de cette cellule. Donc, il y avait un directeur commercial et moi, et voilà. Et en fait, même avant ça, j'avais dit au fondateur d'Effilab, je commençais à passer la moitié de mon temps à faire du commercial. Enfin voilà, c'était vraiment une démarche de ma part qu'ils ont accepté dès le début, et dans laquelle je voulais aller quoi. Donc j'ai vraiment créé, on va dire, la cellule commerciale avec Michael à l'époque, qui venait d'Adzone. Ouais, donc à la fois, toi, t'avais cette introspection pour savoir que t'étais pas dans ta zone de génie avec les tableaux Excel, et en même temps, t'as eu la chance d'être dans le bon bateau, une boîte qui pourrait t'offrir cette opportunité où ils ont vu ton talent, Ouais. ils ont dit ok, vas-y, viens, tu veux faire du commercial, on voit que t'es bon, et on a la possibilité de. Ouais, exactement. Ils étaient ouverts, et d'ailleurs, ça a bien. Je suis parti au moment où ça a commencé à fonctionner, mais j'étais content de moi parce que j'ai ramené Audible, qui est une boîte d'Amazon, du coup les livres audio que j'adore. J'ai ramené travaux.com. J'ai ramené des beaux cons. Ça m'a pris 6 mois à les signer, mais à la fin j'ai signé des belles refs. Et je suis parti avec quelques primes et tout, donc ça m'a fait plaisir quoi. Justement, tu vois, là, je pense que on en parlera tout à l'heure avec une boîte comme Junto, mais t'as appris du coup une skill qui est quand même hyper complexe, c'est signer des gros comptes. Et la plupart des gens qui montent des agences aujourd'hui commencent en freelance, donc ils commencent avec les petits clients, et ils n'ont pas cette expérience de comment tu signes un gros compte. Donc tout le monde commence avec les petits, qui sont les pires. Donc toi, tu prends cette expérience, et donc c'est quoi la transition? Qu'est-ce qui te décide à Ouais, en fait, donc je prends cette expérience, en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est l'époque de The Family en France, donc cet incubateur, accélérateur de start-up, et du coup, ils cherchaient des professionnels sur la partie acquisition, et ils avaient switché en anglais. Ils faisaient tous les content en anglais. Et donc j'étais le seul fou à lever la main, à dire vas-y, je veux faire en anglais, et j'ai envie d'y aller, etc. Donc j'ai fait 2-3 confs là-bas. Et ce qui s'est passé ensuite, c'est que donc ça devait être mi 2000, début ou mi 2020, 2014 pardon, 2016 pardon, mi 2016. Et donc après, ce qui s'est passé tout simplement, c'est qu'il y avait eu le rachat par Solocal Page Jaune. Et le but de cette acquisition, c'était de créer en fait un produit Google Ads semi-automatisé à destination de la clientèle Solocal, qui sont des commerçants locaux, donc des fleuristes, des garagistes, etc.
Et donc Effilab s'est scindé en deux. Une partie grand compte, la clientèle historique, l'accompagnement personnalisé publicitaire qu'on avait, et une partie vraiment produit qui s'appelle Net, s'appelle Booster Contact, je crois toujours aujourd'hui, qui était vraiment un produit Google Ads automatisé où tu vendais ça à des franchises et des réseaux de franchises succursales et à voilà, la clientèle sous locale. Et moi, ça me plaisait moins ce business-là. Donc il y a ce premier élément, je voulais faire un accompagnement personnalisé à des grands comptes, c'était pour moi plus attractif. Et également, on n'a pas voulu m'augmenter. Et il y a eu ça a été un peu pour moi le déclic, c'est-à-dire que ça faisait un moment que je voulais être augmenté. Alors j'ai eu des primes à la fin, mais j'ai pas eu mon augmente. En fait, j'ai eu un sentiment à la fin, à la base, j'ai eu un sentiment d'inégalité, quoi, en fait, il y a des personnes qui avaient une meilleure école que moi sur le CV, qui étaient rentrées mieux payées. Ah ouais. Et j'ai demandé une augmente et on n'a pas voulu me la filer parce qu'on me dit ouais, mais en fait t'as changé de poste et donc c'est pas le même barème, etc. Et donc là je me suis dit moi j'avais mis du cash de côté parce que j'avais écouté pas mal de livres, dès qu'il fallait avoir 6 mois de côté, machin. Il y avait le chômage, plus je savais vendre, j'étais et puis plus le business m'intéressait moins de ce local. Je me suis dit bon bah c'est le moment idéal et tu t'es pour fait faire des la contacts transition. chez The Family. Ouais, voilà, et en fait, et aussi j'étais commencé à être reconnu sur mon secteur. Et ce qui s'est passé à la base, c'est que je devais m'associer avec avec deux potes qui avaient une boîte de coaching. Et c'était un peu bancal, parce que je voulais pas forcément refaire la même chose à la base. Et c'était un peu bancal. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est on m'a rappelé chez The Family. Je crois qu'on m'a rappelé là-bas pour faire des trucs, des office work, etc. En même temps, j'ai des clients qui m'ont appelé. J'ai fait un peu de démarchage moi-même, et en fait, du coup, j'ai rapidement généré une clientèle en propre. Et je voulais pas être freelance, mais en fait, un ou 2 mois après être parti de chez Effilab, j'ai créé Junto. Et j'avais déjà, je crois que je suis très rapidement monté à 15-20K de MRR. Et donc en fait, voilà, j'étais lancé en fait sur ça. Et je voulais pas être freelance. Donc de là, en fait, moi, j'étais que dans le développement commercial. Et donc c'est pour ça que c'est comme ça que ça a démarré, quoi. Ok, et ça a commencé avec des missions paid, c'est ça? Ouais, j'ai commencé que sur du paid, plutôt sur du social. Du Ok. coup, parce que c'était vraiment le moment où il y avait beaucoup de sociétés e-commerce qui mettaient en social. Et j'ai commencé à me faire un nom plus sur la partie sociale. Après, juste peut-être pour step back un peu là où ce que personne ne sait vraiment pour le coup, c'est que depuis, en fait, j'avais lancé en fait, j'ai toujours, je dis que ça fait longtemps que j'essayais d'entreprendre. Je crois que quand je suis parti même en Thaïlande, j'avais déjà un blog SEO qui s'appelait blogseo.fr. Et j'avais commencé déjà. En fait, j'avais pas d'argent et j'avais pas encore de connaissances, mais j'étais déjà dans cette logique de produire du contenu, faire venir une Ok. audience, etc. Donc voilà, donc si tu veux, en fait, ça peut paraître comme ça, mais ça a pris du temps tout ce process-là. Mais j'avais déjà une page, j'étais vraiment, j'avais déjà blogué depuis 2-3 ans avant. Alors même s'il y a peu de trafic sur ce truc-là, mais et d'ailleurs mon MCC, donc le centre multicompte Google, pendant très longtemps, c'est appelé Blog SEO. Il s'appelait pas Junto parce que chez Google, j'étais référencé en mode Blog SEO. Bref, mais du coup, ouais, j'ai rapidement été appelé par The Family et par des clients ou des contacts The Family. Et en fait, ouais, sur du social. Donc c'est comme ça que ça s'est lancé. Ouais. Et tu disais aussi, deuxième point, tu as direct commencé avec du 10-15K, enfin 15, je sais pas comment tu as dit, de MRR. Et toujours avec ce mindset de je veux pas être freelance, je veux être une agence. Donc ça veut dire quoi? C'est Ouais. immédiatement, tu as eu cette logique de déléguer, de sous-traiter, de trouver des équipes. Ouais, en fait, j'ai eu le premier collaborateur alors j'ai lancé l'activité en octobre. Je crois que j'ai dû avoir le premier client, bah ouais, octobre-novembre 2016. Et en avril, j'ai recruté une première personne, ça l'a pas fait 2 semaines après, parce que je savais pas du tout recruter, hein, j'étais vraiment mauvais. Et après, j'ai recruté 2 stagiaires en avril. Euh, et après 2-3 mois après, j'ai dû avoir premier salarié. Fin d'année, j'avais un directeur opérationnel. Donc fin d'année 2017, on était 4-5, quoi.
Ok, mais t'as quand même géré des comptes pendant plus de 6 mois et t'es arrivé à faire pas mal de chiffres et du Ouais, commercial ouais, à côté. ouais, clairement, je gérais tout. Je gérais tout et j'ai eu la chance en fait de tomber sur un assez gros client euh, tout au début en fait. Une énorme boîte qui m'a appelé, enfin c'était incroyable. Et du coup j'ai eu la chance de les signer. Et d'ailleurs ils sont restés clients très très longtemps jusqu'à très récemment. Et du coup ça m'a quand même posé sur mon MRR, sur une première base de MRR. Et ça m'a fait venir aussi d'autres clients. Mais oui, j'étais vraiment au four à moulin et pour se remettre dans le contexte, ça m'a fait vraiment flipper mon premier recrutement. J'étais pas du tout serein, quoi. Hein. Je savais pas si j'allais réussir à les payer. Enfin, psychologiquement et c'était compliqué, quoi. J'avais pas confiance, quoi. C'était compliqué. Ouais, c'est pour ça que t'as pris des stagiaires. Je pense que c'était déjà quelque chose de bien qui existait à l'époque. Et je sais pas ce que t'en penses toi d'ailleurs de l'alternance, mais personnellement, moi, je trouve que c'est magique. T'as des Ouais, gens qui sont beaucoup plus qualifiés. Enfin, moi, je prends des gens qui sont en reconversion. Quand ils sont en master, ils sont là 2 ans ouais. avec toi et t'as le temps de les former, même si ça met 6 mois. Les stagiaires, c'était bien, mais Ouais. quand ils sont là 6 mois, c'est un peu court, quoi. Non, mais complètement, mais même avec ça, à l'époque, je me rappelle, je me disais, enfin voilà, que j'allais cracher demain, c'était peut-être plus pas les bonnes personnes et ça allait pas le faire. Enfin voilà, j'avais plein d'interrogations et de doutes par rapport au fait de recruter. Mais effectivement, je savais que je voulais avoir une grosse boîte et je voulais connaître un peu En fait, même si j'arrivais pas trop à me le représenter, je voulais scale la boîte et faire du volume, quoi. J'étais vraiment dans ça. Ok. Bon, maintenant, on va arriver à la phase. Je m'étais noté de te poser des questions sur. J'aimerais bien qu'on présente un peu les phases d'évolution de Junto avec des différentes étapes. Parce que tu vois, tout à l'heure, moi je regardais le podcast ce matin avec Gérald. Tu t'expliques comment tu es structuré aujourd'hui, mais clairement entre 2016 et maintenant, on sait que toutes les agences, elles ont des phases, des plateaux, des phases, et ça, tu dois te réinventer à chaque fois. Donc là, on va dire, tu nous as parlé de la phase 0 ou 1, 10-20 cas de MRR, au début tout seul. Après, tu flippes, tu prends des stagiaires, mais ça va. À la fin de l'année où tu dis que tu prends un directeur opérationnel, déjà, ça veut dire quoi? C'est quoi son rôle? Comment tu fais pour le chercher? Tu as peut-être un peu appris à recruter. Et tu faisais combien de CA pour te permettre de faire ça? Et parenthèse, t'as vu mon fond? Il est tellement bien fait qu'on dirait vraiment qu'il pleut dans la piscine. C'est impressionnant. C'est Ouais. Écoute, c'est une bonne question. C'est dur de me remémorer exactement, mais en fait, on a fait 100% de croissance tous les ans jusqu'en, je sais pas, 2021-2022. Et donc, en fait, je crois que la première année, j'ai dû faire 300. Première année, donc 2017, j'ai dû faire 304 CA et 100 000 de résultats, un truc comme ça. Et année 2, j'ai dû faire, donc ça c'était en 2017, enfin à 18 mois, allez, enfin pardon, 14 mois, 14-15 mois. Et après, je crois 2018, du coup, j'ai dû faire 600-700 k de CA. Et après, je passe 1,5 million en 2019. Voilà, ça a été comme ça. Donc quand je l'ai recruté, ouais, j'étais sur 300 k, donc je devais être entre 20 et 30 k, ouais, 20 et 30 k de MRR. Et je l'ai recruté à 50 k brut, hein, donc c'était quand même pas un salaire anodin pour moi. c'est ce que j'ai te demandé. Un C'était un salaire comme ça, sandwich. faut pas te planter parce que là, avec 300 k de Ouais, CA, tu plantes la boîte si c'est pas le bon. ouais. En fait, je crois que ma logique hein, à l'époque, elle était pas, c'était pas la logique d'un entrepreneur aguerri. C'était pas la logique de me dire, j'ai besoin de cette structure-là, j'ai besoin de ce type de profil-là. C'était pas du tout ça, quoi. C'était vraiment sur le tas, c'est-à-dire que donc Raphaël qui est aujourd'hui DG Junto, hein, donc on bosse toujours ensemble Ok. et ça se passe très bien. Raphaël, il était, en fait, c'était un AM, enfin ouais, c'était un AM chez Google, et en fait, qui m'a aidé sur un compte. Je bossais sur un compte qui s'appelle Cellublue, et à l'époque, qui était un de mes premiers clients. Et en fait, j'avais eu Raph au téléphone parce que j'avais un sujet sur un compte. Et j'ai bossé avec beaucoup d'AM Google, hein, parce que chez Philab avant, j'en avais eu pas mal, etc.
Et Raph, voilà, c'était le seul où je me suis dit, enfin, ce gars est très bon, quoi. Ok. Et du coup, ça a bien fité. Et je me suis plus dit, bah tiens, j'ai envie de bosser avec lui, plus que j'ai besoin d'un COO ou j'ai besoin de ce gars-là, etc. C'était plus très enfant, enfin, tu vois, très amateur en mode, bah, je trouve qu'il est bon. J'ai besoin de quelqu'un de solide. Il connaît Google et je suis voilà. Bah, moi, ça me paraît hyper Ça s'est cohérent. fait. Après, les gens, ils sont d'accord ou pas, mais quand c'est le début, merde, t'es pas une boîte de 50 personnes. C'est quelqu'un avec qui tu vas passer nuit et jour à discuter, à stresser. Tu dois faire un C'est pari ça. sur le feeling, mais avoir bossé un peu avec la personne. Si tu sais que t'aimes bien bosser avec cette personne et qu'il est bon, Ouais. voilà quoi. Mais aujourd'hui, tu vois, j'ai une approche beaucoup plus professionnelle, quoi. C'est-à-dire, j'ai une fiche de poste, j'ai un chasseur, j'ai des questions machin, Et, j'en vois pas. Enfin, et je suis d'accord avec toi, mais c'est aussi pour ça que du coup j'aime bien cette histoire d'étape, parce que comme tu dis, comme voilà. tu fais les choses aujourd'hui, bah, si tu les faisais comme ça en 2017, ça aurait pas marché, et inversement, aujourd'hui tu as été obligé d'évoluer. Ouais, Moi j'aime bien qu'on parle de ces ouais. évolutions. Attends, donc bon, tu recrutes, a priori tu fais un bon choix. Comment on va parler année après année, mais bon, passer de 300K à 600K entre année 1 et année 2 déjà, ça fait rêver tout le monde. Ouais, Qu'est-ce qui a fait que, comment t'as fait ouais. En fait, du coup, moi, j'étais sales, hein. Du coup, moi, je pense que ma capacité, je pense que le plus simple, c'est de voir le truc un peu comme ça. Je pense que ma capacité commerciale, c'est de produire. C'est de produire 500 à 700 k de nouveaux ARR. Tu vois, je pense. Donc si tu estimes que tu as un taux de churn, tu vois, à 20-30% par an, euh, je peux moi-même peut-être produire une boîte entre 1 et 2 millions d'euros de chiffre d'affaires si tu as un modèle très récurrent en 2-3 ans. Passer ce milestone là tout seul, c'est-à-dire voilà en démarchant sur LinkedIn, etc. Tu peux pas. Enfin, aujourd'hui je le vois en investissant dans des boîtes et avec mes activités. Si tu veux à un moment donné scaler au-delà du million et demi de chiffre d'affaires, il te faut un levier. Il te faut un levier, il te faut un moteur. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai investi très tôt dans le moteur, qui a été un moteur SEO, un moteur paid d'acquisition. Et donc j'ai très vite communiqué dès la première année. J'avais un site et je communiquais, je mettais quasiment tout mon chiffre, enfin tout mon reliquat de chiffre d'affaires, enfin une bonne partie de ma marge, je la remettais en SEO et en com. Et donc en fait c'est ça qui m'a permis, je pense, de passer de l'étape de 700 000 à 1,5 million et d'1,5 million à 3 millions. C'est qu'en fait j'avais une rampe derrière et c'est là et en fait, ça, je l'ai eu très tôt. En fait, je l'ai eu dès 2017, et ça a fait que s'accélérer parce que je mettais beaucoup d'argent sur la table. Sur ça, je crois qu'au début, je devais mettre peut-être 5 000, puis 10 000, et puis voilà, ça a été crescendo jusqu'à un moment donné, j'avais des budgets d'1 million d'euros par an de com, quoi. Ok, donc ça c'est la machine, mais toi tu dis de manière hyper confiante, ouais, moi je suis capable de générer jusqu'à peut-être 700K de RR tout seul. Est-ce que c'était déjà le cas en 2017? Et c'était quoi les stratégies que tu utilisais qui marchaient à l'époque pour aller chercher ces clients au début, toi tout seul sans la machine, ads, etc. Comment tu networkais, comment tu prospectais, qu'est-ce que tu disais, c'était quoi même bah, le Ouais, cycle de alors vente? les tout premiers clients, j'avais fait des dîners. D'ailleurs, c'est marrant, c'est une nouvelle boîte, maintenant, ça s'appelle Timeleft, mais il y avait un autre truc à l'époque où j'avais fait des dîners avec des entrepreneurs, donc j'avais signé mes premiers clients comme ça. Et après, sinon, de ce que je me rappelle, moi, c'était quasi. Alors, il y a eu beaucoup de bouche à oreille au début, beaucoup de bouche à oreille, parce qu'en fait, c'était aussi l'époque, faut se remettre un peu dans le contexte, mais où ça levait beaucoup de fonds, Ouais. où il y avait beaucoup de fonds qui étaient mis en acquisition sur des objectifs de croissance. Donc vraiment, c'était ça commençait à être le début. Enfin, je le vois comme ça en tout cas aujourd'hui. Il y avait vraiment une émulation, une ébullition de l'écosystème avec beaucoup de fonds et des croissances très fortes des investissements sous gestion chez Google et chez Meta. Vraiment, il y avait encore beaucoup de boîtes qui étaient pas sur ces réseaux et qui commençaient à y être. Ok, donc Donc t'as il y quand a eu même aussi un surfé une vague. contexte de marché. Exactement. Ok. Il y avait une vague aussi. Donc il y avait la vague plus
clairement il y avait une vague, plus moi beaucoup de démarchage, plus du SEO, plus beaucoup de recos. Donc en fait tout ça fait que pendant très longtemps on a été plus dans une logique d'être submergé par le volume de demandes. On a été comme ça sincèrement jusqu'en 2021 quoi. On n'arrivait pas à répondre à la demande jusqu'à la fin Covid quoi, on va dire à peu près. C'est impressionnant. Après, bon, la vague, on en parle maintenant comme si oui, il y avait cette vague, j'ai surfé. C'est quelque chose qu'on peut que voir a posteriori. Donc maintenant, tu le vois, mais j'imagine quand t'étais dedans, t'avais juste l'impression que tu bossais et que ça marchait. Exactement. Ouais, pour reprendre sur la partie croissance, là, t'en parles comme si, bon, pour vous, à l'époque, entre guillemets, ça avait l'air facile quand tu me le racontes. C'est pas du tout ce que je vois moi autour de moi. Toutes les agences, elles galèrent à avoir un système d'acquisition. Tout le monde me pose des questions sur comment tu génères des leads, comment tu convertis, c'est quoi tes offres, c'est quoi ton pipe, comment tu... Est-ce que du coup, tu peux nous en parler parce que peut-être que c'était peut-être plus facile à l'époque, j'en sais rien, mais globalement, tu as quand même plié le game. Donc, c'était quoi un peu ton littéralement, comment tu allais chercher des leads, comment tu gérais un peu la partie, tu prospectais, comment tu faisais tes calls de vente, qu'est-ce que tu mets dedans, est-ce que tu avais des offres packagées, et est-ce que ta croissance venait principalement de plus de clients ou de réussir à développer à l'intérieur de ces clients? Et deux questions en une. Tout à l'heure, tu disais que tu as eu un gros client dès le début. Est-ce qu'un gros client, c'est quelqu'un qui te file plusieurs comptes et donc tu arrives à scaler le nombre de comptes, ou en fait, c'est juste qu'il scale ses dépenses sur, on va dire, un compte et toi, tu as juste un pourcentage Ouais, pas mal de questions. Du coup, ouais, ça va être dur de te retenir. Du coup, je vais essayer de donner peut-être aussi des frameworks et des manières de réfléchir au sujet et des réponses définitives aussi. Mais vu que je suis un peu moins dans la vente aujourd'hui, parfois c'est dur de me remettre exactement dans le contexte. Mais globalement, je pense que ce qui est important, ce qui est hyper important, c'est d'avoir quelqu'un au sein de l'organisation qui est vraiment, vraiment obsédé par la croissance et la vente. Je le dis parce qu'en fait on veut tous des clients et scale, etc. Mais en fait il y a peu de personnes qui sont prêtes à faire ce qu'il faut, c'est-à-dire prendre son tel par exemple, faire du call calling, faire de la prospection toute la journée, faire du volume pour aller chercher ce qu'il faut aller chercher. Donc à un moment donné c'est aussi déjà il faut s'en donner les moyens. Il y a une question de volume et de taux de transformation. Et je vois beaucoup de gens dire c'est compliqué, mais en fait quand tu regardes les volumes qu'ils envoient, ils envoient pas assez de volume. Donc il y a vraiment un numbers game à un moment donné à faire. Après moi j'étais extrêmement bon et extrêmement précis techniquement dans ma connaissance du secteur et de ce que je faisais. Et donc c'est aussi comme ça que je réussissais à convaincre à la fois en avant-vente mais aussi en prospection. C'est-à-dire que si tu arrives vraiment à analyser un site, à parler au CMO, à lui parler des sujets qui sont d'actualité pour lui, qui sont compliqués, en fait t'es constamment en tant que sales, en fait t'es constamment en train de comprendre le marché et les petites les petites nuances du marché qui font que tu comprends en fait très profondément ta cible et ses problèmes du moment. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sujets en tracking, en data. Si tu sais exactement de quoi tu parles et à qui tu parles, en fait, tu te fais beaucoup moins bâcher. Et parce qu'en fait, tu réponds à un réel besoin côté client. Je te donne un exemple. Aujourd'hui, je vois beaucoup de freelance poster des banalités sur Google Ads et sur Meta Ads, comment créer une campagne, comment je sais pas, cliner des termes de recherche, faire des annonces excellentes, etc. En fait, la cible, elles sont aujourd'hui, à mon point de vue, elles s'en foutent de ça. En fait, ça ça a très peu de valeur. Ça intéresse un traffic manager, ça intéresse pas un directeur marketing d'une boîte de 200 personnes. Et c'est très technique, tout est automatisé aujourd'hui. Donc en fait, si tu parles de ça, clairement, tu vas avoir du mal à acquérir une clientèle de qualité. Donc il y a vraiment le service market fit, et ça, tu peux que l'avoir en étant
extrêmement précis et sur ta cible et sur le besoin et le problème du moment. Ensuite, il y a le volume que tu peux envoyer. Et après, il y a le système commercial que tu as, donc les relances, hyper important. Personne ne relance plus d'une fois, mais en fait, faut relancer à mort. Voilà, c'est con, mais il faut relancer, je crois, entre 7 et 12 fois en moyenne. C'est un truc énorme, donc personne le fait. Il y a un côté un peu, comment dire, il y a un côté un peu pas bad boy, mais tu vois, faut être un peu, faut avoir un peu la fougue, quoi. Faut un peu se dire, en fait, j'en ai rien à faire de déranger quelqu'un. C'est ça, à l'inverse, en fait, il devrait plutôt me remercier. Et en fait, peu importe ce qu'il me dit, en fait, il va me connaître, en fait. Donc, faut avoir un peu cette attitude voilà, faut avoir un peu cette attitude-là, en se disant, en fait, peu importe ce qu'on me dit et ce qui se passe, c'est moi qui fais mon pipe et mon biz, en fait. C'est pas le marché qui va dicter ce qui se passe, c'est moi qui vais dicter le marché, quoi. Il faut avoir cette mentalité-là, il faut s'en persuader, quoi. Oui, ce que j'ai, t'appelles ça bad boy. Clairement, c'est une problématique de confiance en soi. Et donc, c'est avoir confiance en soi, mais pas sur des trucs de bullshit. On parlait de développement personnel. C'est pas se regarder dans le miroir et dire je suis le meilleur. C'est littéralement être convaincu que ce que tu as apporté a de la valeur et que tu sais quand tu lui parles qu'avec toi, son business, enfin, tu comprends son business. T'as déjà bossé avec 50 clients comme lui. Donc, ça se développe avec le temps. Mais ok, donc c'est-à-dire que tu as des offres claires. En fait, quand tu sais que t'es bon, t'as plus peur d'appeler parce que tu sais qu'ils ont besoin de toi et globalement, c'est vrai quand t'as de l'expérience. Et du coup, le commercial, s'il est, là, tu décris un peu, on va dire, avant on appelait ça un technico-commercial. Le gars, il est aussi bon, dans ce qu'il fait que de la manière dont il le vend. Ça, c'est bien quand t'es CEO parce que t'as tout fait pour machin et t'as faim, etc. Et donc, je comprends que toi, t'as fait ça. Et donc, si on parlait du coup des différentes étapes, comment tu fais quand c'est plutôt par exemple, qui fait cette étape? Parce que ça, on dirait que c'est deux profils en un. Ouais, effectivement. Mais c'est pour ça que sur les activités de service, c'est ultra important que le CEO fondateur soit le meilleur vendeur. En tout cas, il faut qu'il y ait quelqu'un dans l'équipe dirigeante qui fasse ce travail-là, parce qu'en fait, il y a rien de mieux pour la boîte que ça. Ça, j'en suis persuadé aujourd'hui. Après aussi, moi, je faisais des ventes très complexes, en fait. C'est-à-dire que j'allais très très loin dans les audits. C'était vraiment un peu notre marque de fabrique, c'était d'aller, d'en faire presque trop, en fait. Et ce qui fait qu'on réussissait aussi, c'est toujours le cas d'ailleurs, mais vraiment à montrer notre expertise en avant-vente, parce qu'on allait vraiment pousser les choses très loin. Et il y a peu de personnes qui vont autant dans le détail, ou alors elles demandent à être payées, à faire un audit, etc. Donc on avait un peu cette stratégie-là de faire des choses très très avancées et très techniques. Et après la transition, elle est et de connaître très 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 bien les produits, parce qu'en fait moi je connaissais mieux les produits publicitaires et la vente. En fait, effectivement, en tant que CEO, vu que tu connais non seulement très bien les produits publicitaires, enfin ce que tu vends, mais aussi tu connais très bien le business. Donc en fait, t'es plus capé que ton interlocuteur qui te fait confiance, en fait. Effectivement, ça crée de la confiance. Mais donc en fait, il y a une grosse logique de se former et de mettre les mains dedans, et d'être vraiment très bon, quoi. Après, pour revenir sur la partie transition, moi je l'ai faite très tard, la transition. Je l'ai faite que l'année dernière, où j'ai commencé à arrêter de vendre. Donc j'ai été le premier vendeur pendant de très très nombreuses années. Et en fait, la transition elle est méga dure, parce que qu'effectivement tu t'enlèves une grosse partie de revenus qui peut difficilement être tiré par quelqu'un d'autre que le CEO. Donc ouais, ça c'est une transition qui est pas évidente à faire. Il faut du coup, moi j'ai été remplacé par Raph, qui aujourd'hui est le CEO, et ça nous a pris du temps à comprendre. Je pense que lui-même aussi devait prendre ce rôle plus commercial. On a un petit peu voilà, ça nous a pris du temps aussi à le comprendre et à faire en sorte. Et aujourd'hui, Raph fait beaucoup de ventes sur les grands comptes, typiquement. Mais il faut effectivement qu'il y ait une figure qui représente la boîte
qui soit disponible pour aller faire ses ventes grand compte, quoi. Ouais, toi, tu disais du coup que tout seul, enfin, dans un business, par exemple, comme Junto ou service B2B un peu high ticket, un peu récurrent, toi, tu étais capable, ou tu penses qu'en général, et je suis assez d'accord avec toi, une personne seule peut pousser peut-être à du 1 million, enfin 700 000, 1 million par an. Mais si tu as de la récurrence et que tu cumules après année, même s'il y a du churn, il y en a qui restent. Et donc, c'est peut-être, si je comprends, c'est comme ça que tu as réussi à passer ce cap du million parce que tu continues à rajouter du MRR, un peu comme dans le SaaS, ça cumule. Et au bout d'un moment, voilà, t'es sur une En autre fait, échelle. ouais, concrètement, enfin on peut aller regarder, enfin côté chiffres, tous les mois, on faisait des acquisitions de MRR, de nouveaux MRR sous gestion très importantes, et on en churnait moins. Donc effectivement, on prenait des 10 000, 20 000 de plus de MRR tous les mois en vitesse de croisière. Et en fait, jusqu'en 2022, on a scalé très très fort, même trop fort. On a joué des tours après. On est arrivé à un MRR média, on était quasiment à 700 000 de MRR juste sur la partie paid média. Donc en fait, un business à 8 millions d'euros juste sur la gestion de compte média, ce qui est très difficile à réaliser. Ok pour la partie commerciale, c'est bien compris, la transition au fur et à mesure. Pour l'instant, du coup, vous êtes quand même resté sur ce côté limite entre cofondateurs. Maintenant, tu as passé un peu la main à ton bras droit là, qui connaît la boîte depuis le début. Comme quoi, tu peux faire des chiffres quand même incroyables avec ce montage-là. Niveau du nombre de personnes, je reviens sur ce que tu as dit tout à l'heure, où vous êtes moins maintenant. Donc, vous avez scalé comme des fous jusqu'à 2022. Après 2022, qu'est-ce qui s'est passé? J'imagine plus de structuration. Et au niveau de taille d'équipe, qu'est-ce qu'il y a eu comme changement, espèce de retour en arrière? Et est-ce que vous avez réussi à optimiser des choses? Comment ça a changé, toi, ton rôle depuis 2 ans? Ouais. En fait, juste pour terminer peut-être sur la partie vente, ça dépend des services en fait. Tu as des services qui sont plus ou moins récurrents. Donc en fait, typiquement, les services où tu as beaucoup de MRR et une acquisition assez inbound, tu as besoin de moins de commerciaux. Tu as besoin de peut-être un, deux, trois commerciaux, mais tu as besoin de moins de commercial. Par contre, les services type de la créa, bah, tu as beaucoup moins de récurrence et donc tu as besoin de beaucoup plus de volume et de commerciaux. Donc voilà, à prendre en compte dans la structuration du business. C'est pour ça que sur la partie média, nous, aujourd'hui, on a un sales, plus après tous les directeurs qui vendent, mais alors qu'on est monté jusqu'à 5, 6, 7 sales. Euh, après, en fait, ce qui s'est passé après 2022, c'est qu'en fait, le marché s'est un petit peu retourné sur la partie paid media, c'est-à-dire que les investissements sous gestion ont augmenté de manière moins importante parce que les boîtes investissaient moins sur la partie média, moins de levée de fonds, moins d'argent sur la partie média. Et l'écosystème s'est aussi complexifié dans le sens où c'est plus que le média le média s'est automatisé avec l'IA de plus en plus. Et ce qui est important, c'est la data et c'est la créa. Et donc en fait, on a eu des demandes clients qui ont été beaucoup plus transversales et 360 à partir de ce moment-là. Et ce qui nous a demandé aussi de complexifier toute la structure de l'organisation, où en fait, il fallait pas seulement vendre de l'accompagnement média, mais aussi de la créa, du tracking, du CRM, etc. Et donc, ce qui s'est passé, c'est on a au début fait tout au sein de Junto, donc la créa typiquement, et ensuite on s'est rendu compte que c'était compliqué d'avoir tous ces métiers au sein d'une même société parce que c'est pas c'est pas les mêmes business. Et donc en fait, la créa typiquement aujourd'hui c'est une autre entreprise qui s'appelle Angel Studio et qui est vraiment une entreprise indépendante qui travaille avec des clients Junto, mais qui est une entreprise qui fait que de la créa et qui a son propre leadership, ses propres associés, etc. Donc, donc en fait, ce qui s'est passé, c'est pour ça qu'on est moins côté Junto, c'est qu'il y a des activités qu'on a mis, typiquement la créa qu'on a arrêté côté Junto parce qu'on n'arrivait pas à le faire fonctionner côté Junto et qu'on a mis dans une autre entreprise. Et après côté média, effectivement, on a cherché à un modèle un peu différent, moins basé sur le volume de petits comptes, mais plus basé sur des grands comptes. Et donc aujourd'hui, on est quand même sur une clientèle qui est plus établie et qui est moins start-up qu'avant. Ok. Donc, tu as fait un peu je cherche le mot, mais tu as sorti une partie des activités, tu en as fait une boîte à part. T'expliquais aussi que toi, ça te permet en tant que CEO
d'autres personnes qui sont responsables et responsabilisées et qui pensent nuit et jour à ce business pendant que tu pensais nuit et jour à ton main business. Exactement. 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 Et est-ce que faire ça, en termes de optimisation des maux de tête et de la rentabilité, ça allait dans le bon sens ou Ouais, totalement, totalement. Totalement, parce qu'en fait, ce qui se passe, en fait, c'est assez. Au début, je me suis pas rendu compte de ça, mais en fait, quand tu scales une première activité, t'es identifié sur le marché pour cette activité, et du coup, en fait, à tous les niveaux, que ce soit au niveau des collaborateurs que tu recrutes, du marketing que tu fais, etc., tu dilues ton message, le fait de vouloir du coup tout faire. Euh, tu dilues ta puissance auprès de tous ces interlocuteurs. Et en fait, ce qui se passe, c'est que finalement, ton ROI, le ROI que tu avais sur ton activité principale que tu maîtrises parfaitement, en fait, tu commences à l'investir au mauvais endroit. Et tu commences aussi à perdre, même sur ton activité principale, tu commences à perdre de l'efficacité aussi. Donc en fait, je pense que c'était une bonne décision de faire comme ça. Et après, c'est pas évident non plus parce qu'en fait, tu passes sur un rôle plus d'investisseur, de coach, et du coup, il faut accepter aussi il faut réussir à prendre du recul. Il faut réussir à accepter que on est souvent sur des temps longs et il faut faire confiance à des personnes qui sont pas à toi pour scaler, structurer ces business-là. Donc après, le recrutement et l'incentive devient encore plus important. Ouais, là, tu rentres dans le sujet du lâcher prise. Une fois de plus, je pense qu'on revient aussi sur le côté, il y a des phases, il y a des cycles. Et je pense que toute personne qui, quand il y a 20 ans, veut être entrepreneur, c'est l'étape 1. Et au fur et à mesure, il y a quand même cette espèce de cycle d'évolution où tu passes d'investisseur, enfin, entrepreneur, seul, enfin, solopreneur. Après, tu as 3 potes avec toi. Après, tu deviens un peu donc leader par charisme. Après, tu dois apprendre un peu à manager, monter une équipe. Tu deviens manager. Et puis, après, c'est un peu le rôle final, d'être investisseur / coach. Quand tu as fait le cycle complet et que tu fais partie des X% qui en arrivent là, c'est rare et c'est très dur. Ensuite, sur la partie où du coup, tu as fait t'as séparé les entités, j'arrive toujours pas à retrouver le mot. C'est intéressant parce que à force de parler avec beaucoup de monde qui donc forcément rachète pas mal d'agences, j'ai l'impression que je vois ce playbook qui se dégage de je veux faire un build-up d'agence, je veux créer un groupe, je commence par avoir ma plateforme, donc ma grosse boîte, et je veux intégrer plein de boîtes et on va être un énorme groupe et tout. On se rend compte que ça marche pas parce qu'il y a des identités fortes aussi, des cultures fortes. Et toi, tu rajoutes des points très, très intéressants qui sont, tu as une image de marque et les gens étaient connus sur ton marché pour une chose, donc tu dilues en fait si tu fais ça. Tu rajoutais aussi dans l'interview avec Gérald le côté où c'est bien de mettre des silos autour de combien tu dépenses et tu veux un ROI par vertical et c'est beaucoup plus facile quand il y a plusieurs marques. Par contre, c'est quand même, j'ai l'impression, la solution un petit peu obligatoire quand tu atteins des plafonds de verre avec des services avec des business d'agence où au bout d'un moment une BU a peut-être un peu saturé, comme tu disais, le marché il est skillé, il y a une taille, et donc si tu veux continuer, il faut peut-être rajouter des BU, mais j'ai l'impression que je vois du coup cette tendance que la bonne manière de rajouter des BU, c'est avec des boîtes et des identités séparées, tout en étant un peu le coach et faire profiter des moyens et s'échanger un peu de la clientèle au maximum. Ouais, ouais. En fait, je pense que tu as différents niveaux d'intégration. En fait, aujourd'hui, alors ça, je suis encore en train d'écrire l'histoire de mon côté, mais mon feedback aujourd'hui, c'est que il y a des activités qui ont plus ou moins de synergie avec d'autres. Donc déjà, toutes les activités sont pas égales. Il y a des activités qui vont se marier beaucoup mieux en termes de clientèle que d'autres. Et il y a des activités qui ont des meilleurs modèles d'affaires que d'autres et des plus ou moins grandes tailles que d'autres. Une fois que tu as dit ça, c'est pour ça qu'il faut chercher des ponts, mais il faut pas en faire le seul focus. Il faut que chacune des boîtes ait sa propre acquisition de clientèle et soit indépendante en tant que telle. Après, tu peux faire des ponts à plusieurs niveaux, mais souvent les ponts vont te permettre d'aller chercher des gros comptes. Et donc ça va être des ponts déjà de branding, de facturation, de structuration juridique pour pouvoir déjà être dans ces appels d'offres, se présenter comme une marque groupe, etc.
Et ensuite, il peut y avoir des ponts de partage de ressources à plusieurs niveaux. La plus importante et évidente, c'est commercial, mais derrière, ça peut être aussi administrative, RH, de bureau, etc. Mais je dirais que ça vient par étapes et qu'il faut regarder la cohérence et la pertinence de ça, parce qu'en fait, à chaque fois, c'est aussi des ressources. Donc, en fait, si on va dire le fait de centraliser tout te coûte plus cher que le ROI que ça te rapporte, bon bah il faut pas le faire. C'est-à-dire que t'as pas des sociétés filles qui sont assez larges et importantes pour justifier de cette structuration-là. Donc ça se fait par étapes. Il faut commencer par l'étape brand, site et philosophie et narrative de groupe. Et derrière, quand ça fait sens, mettre des ressources au niveau du groupe, mais que ce soit héroïste dans l'idée. Et après, il faut surtout que tout le monde soit incentivé et aligné d'un point de vue financier. Donc c'est pas pour tout le monde. C'est comme quand tu veux acheter de l'immobilier avec ta holding, SCI, machin. Ouais, mais en fait déjà, faut déjà acheter la résidence principale. Faut déjà faire un LMNP, et ensuite quand tu commences à avoir plusieurs trucs, bon bah là tu peux peut-être réfléchir différemment, parce que ça a des coûts, et est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Bah pas toujours. Donc voilà mon feedback sur ça. Et après je pense qu'il faut c'est une question de people, donc il faut vraiment trouver les bonnes personnes, parce que c'est difficile de scaler des boîtes. Il faut vraiment avoir envie, faut prendre le temps, et donc là-dessus je pense qu'il faut pas se tromper à ce niveau-là. Et pas se tromper sur les gens. Et tu disais un truc que beaucoup de monde oublie, et on parle beaucoup de marketing, mais à la base, avant le marketing, c'est est-ce que tu as un bon business? Tu parlais de c'est quoi la qualité intrinsèque du business model de ce que tu es en train d'essayer de lancer ou de racheter. Il y en a qui ont plus ou moins de marge, par définition, plus ou moins de récurrence, C'est ça. plus ou moins, enfin, qui ont plus ou moins, qui sont sur une vague ou une tendance en hausse en baisse, et c'est quand même prendre quelques mois de plus pour réfléchir avant de tout donner, d'être en fait juste dans le mauvais bateau, quoi. Donc ça c'est un bon rappel. C'est comme ce que tu disais tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que effectivement l'effort que tu fournis, en fait, tu te rends compte que pousser contre un marché, tu peux pas en fait, ou contre une saisonnalité, etc. Tu peux mettre tout l'effort que tu veux, t'auras pas de résultat, mais en fait c'est pas toi qui est mauvais, c'est que le business n'est pas là, quoi. Euh, et ça c'est dur de le percevoir quand t'as peu d'expérience et quand t'es dans le mauvais bateau en fait, parce que tu le comprends pas. Mais il faut pas s'arrêter de chercher, quoi. Et après le sujet que t'as, c'est qu'en fait aujourd'hui j'ai presque l'impression, alors peut-être que je me trompe, mais parce que voilà, je suis pas non plus voilà, le meilleur en business non plus, je me vois pas comme ça, mais j'ai presque l'impression qu'à un moment donné c'est les activités, en fait tu peux tout faire, il y a juste des durées de vie et des tailles de marché, donc en fait il faut aussi accepter le fait que tu vas avoir des cycles, et qu'en fait t'es en fin de cycle, bah, c'est pas grave, il faut juste que tu sois sur un nouveau cycle derrière. euh, et, et voilà, donc il faut sans cesse se renouveler, mais quelque part se renouveler, comme on le disait, c'est très dur parce que le marché est de personne d'une certaine manière, et donc en fait trop innover sur ta marque, t'arriveras pas non plus. Donc en fait à un moment donné il faut peut-être même accepter que t'es sur un cycle bas et qu'il y ait une autre marque qui monte. Donc voilà, c'est en tant qu'entrepreneur, c'est ça, quoi. T'as des actions, je sais pas, t'as tes actions américaines sur la tech qui montent, ton immobilier européen ça baisse. Bon bah c'est comme ça, tu vois. Genre heureusement il y en a un qui monte, quoi. Tu vois. Enfin. Ouais, tu peux pas aller contre la tendance, et tu parlais aussi de cycle business, mais il y a aussi le cycle, je pense, en tant que personne, employé ou entrepreneur. On parlait de commencer en tant qu'entrepreneur, après investisseur, etc. Au bout d'un moment, peut-être, moi je le vois tous les jours. On me demande toujours, oui, mais pourquoi il vend celui-là? Mais il vend parce que ça fait 8 ans qu'il fait ça, 10 ans qu'il fait ça, 5 ans qu'il fait ça. Au bout d'un moment, c'est juste que quelqu'un qui arrive et qui est juste du sang frais, il va être en début de cycle. Moi, je parle de choses de, voilà, début de cycle, fin de cycle, et c'est pas grave, et c'est juste normal, et t'as peut-être Ouais. envie de faire autre chose. Les cycles, voilà. Ouais, mais juste pour revenir un peu sur ces cycles-là, je pense en tout cas moi ma reco par rapport à ça, c'est de s'entourer. Alors c'est difficile, mais c'est s'entourer de mentors et de gens qui ont déjà passé ces cycles. Parce qu'en fait, on passe tous ces cycles. Hein. En fait, il y a rien de nouveau. C'est mécanique. Hein. On passe tous sur ces cycles-là à plus ou moins grande échelle, et à des moments plus ou moins différents, mais globalement, voilà, on n'est pas unique par rapport à ça. Et donc, c'est de prendre un peu les perspectives à côté et de savoir en fait aussi prendre les décisions, de pas galérer dans une fin de cycle, en fait, réussir à avoir des décisions assez fermes à ces moments-là, et de se faire accompagner en fait, et parce qu'il y a beaucoup de gens, bah, notamment ce que vous faites,
Je pense parler avec des gens qui ont vu ces cycles-là de maintes et maintes fois. Ça permet aussi de prendre des décisions plus rapidement parce qu'en fait, il y a rien de pire que justement faire perdre de la valeur en étant un peu immobile par rapport à ce cycle-là. Mais en même temps, faut pas être trop pressé pour pas prendre la mauvaise décision parce que parfois, il faut patienter, quoi. Ouais, ou donc tu parles de cycle de vendre son entreprise, c'est ça, par exemple? Ouais, typiquement, ouais, vendre son entreprise, ouais. Ouais, et se faire mentorer pour en effet être capable de. En fait, c'est surtout si t'as quelqu'un d'extérieur, lui il peut te dire, en fait, tu te rends compte, t'es juste en fin de cycle et là tu gagnes du temps sur la décision. Ça veut pas dire que tu la précipites, en effet. Et un autre truc aussi que, d'ailleurs, moi, qui m'est arrivé aussi, c'est que on te dit toujours, c'est hyper important d'être all-in. Et si t'as fini ton truc, il faut être dans la prochaine entreprise ou je sais pas quoi. Ok, en théorie, mais en pratique, t'as peut-être un business qui marche depuis pas mal d'années, qui te fait manger. Et si tu passes direct au suivant et que tu te mets des charges, etc., c'est beau, ça fait super sur LinkedIn, mais tu peux te planter alors que tu avais un truc qui allait marcher, quoi. Donc, il Ouais, faut être un peu non, mais patient. clairement, il faut savoir aussi parfois prendre le temps, effectivement. Et je pense que c'est toute la complexité d'être entrepreneur, c'est qu'en fait, c'est tout et son contraire. J'ai l'impression, faut être un peu un caméléon. Parfois, faut savoir mettre des coups de bourre énormes, et parfois, faut savoir prendre du recul, chiller et voir le truc sur plus long terme, quoi. C'est ça Bon, on a fait une super conversation. Juste pour conclure, tu parlais de la deuxième boîte que vous avez dans le groupe, Angel Studio. Est-ce que du coup le groupe Junto, il y a d'autres boîtes dedans? Est-ce qu'il y a d'autres projets, des idées? C'est quoi un petit peu les plans d'avenir? Ouais, clairement. Bah écoute, là, il y a une autre société. Donc en fait, c'est un groupe que j'ai créé là en parallèle de Junto. Et aujourd'hui, il y a une autre société qui a vu le jour cette année qui s'appelle Ibiki, donc qui est une société de conseil en CRM et marketing automation. Donc c'est une activité auquel je crois énormément et je suis ultra voilà, je suis voilà, c'est une activité pour laquelle j'ai beaucoup d'ambition. Et je prends beaucoup de plaisir aussi à travailler avec des nouveaux entrepreneurs, des nouveaux associés. Donc avoir une vision un peu plus internationale aussi. Donc pour moi, c'est vraiment une révélation aussi de m'associer avec d'autres personnes, de voir ce petit projet se développer et devenir grand. Et donc voilà, moi ce qui me botte, c'est un peu de voir voilà, c'est de voir j'ai beaucoup d'ambition pour Junto aussi. De voir la nouvelle étape que Junto peut prendre sur, parce qu'aujourd'hui on est vraiment sur des beaux appels d'offres, des beaux comptes, et voilà, ça fait plaisir de voir le chemin parcouru. On est une équipe qui est vraiment top, donc on est passé par ces étapes et aujourd'hui je pense qu'on est un peu à l'âge de raison, et j'ai hâte de voir comment va évoluer cette société. Et après c'est les nouvelles petites pousses où là tu te dis il y a tout à faire, beaucoup de valeur à créer. Et après, moi, d'un point de vue personnel aussi, j'ai beaucoup évolué. Et donc voilà, j'ai l'impression que moi, voilà, à 34 ans, je pense que je vais aborder de manière encore plus sereine et paisible et avec succès ces prochaines années. En tout cas, je l'espère, je me le souhaite. Tout en gardant la santé le plus important. Mais voilà, donc c'est ça les projets, quoi. C'est côté perso être un peu plus équilibré et côté pro voir l'évolution à la fois de Junto mais aussi de nouvelles activités et de faire justement ce build-up dont tu parles, quoi. Ouais, et puis, ok, c'est intéressant, toi, ta manière de l'aborder. J'imagine que tu as fait une bonne rencontre. Enfin, tu devais avoir l'idée en tête, par exemple, je sais pas, je prends le CRM, ça devait te travailler depuis pas mal de temps. Et j'imagine, là, ce que tu dis, c'est que tu as trouvé quelqu'un, tu dis, ok, lui, c'est la bonne personne. On fait un truc ensemble. Et toi, t'amènes l'expérience et cette personne, peut-être la fraîcheur. Ouais, en fait avant je pense que pendant longtemps j'étais dans une logique si tu veux, on a connu un scale énorme avec Junto. On a eu du mal à rattraper nos opérations par rapport au volume qu'on a dû gérer. Derrière, ça m'a posé beaucoup de questions aussi en tant que personne, en tant qu'entrepreneur, etc. Ça m'a secoué et je me suis accroché. Et aujourd'hui, en fait, en fait, je suis rentré dans une phase où j'avais peur de perdre ce que j'avais construit. Et là, j'en suis sorti de cette phase
où j'ai plus peur de rien et j'ai juste envie en fait de faire des choses que j'ai jamais faites auparavant. Donc typiquement un build-up, des nouveaux associés, si tu veux, enfin investir sur des people, investir sur des nouvelles activités Une et, work-life balance. comment? Une work-life balance qui sera de nouveau, a priori, Ouais, si. une work-life balance. Donc en fait, je réfléchis plus à, je réfléchis moins à est-ce qu'à court terme je gagne ou pas, est-ce que je peux faire, c'est plus, en fait, j'ai envie de faire un groupe et j'ai envie de racheter des boîtes, de les intégrer, j'ai envie d'être plus bold en fait et d'être moins retenu dans ce que je fais, tout en étant plus paisible. Donc ouais, donc c'est un peu une nouvelle phase où en fait t'as appris et tu lâches un peu les chevaux mais de manière plus sereine, parce que tu peux te le permettre aussi, et parce que t'as plus de compétences, et parce que dans tous les cas, tu sais que le endgame, c'est même pas ça en fait, tu vois. Donc Ouais, voilà, c'est ça ce que tu voyais comme l'objectif maintenant, c'est le point de départ du nouveau. Après, tu dis que du coup, bon, on va conclure, mais tu me lances sur des sujets, moi je veux savoir plus, mais tu dis donc, il y a eu cette phase où c'était vraiment intense, t'as eu peur, maintenant t'as plus peur, j'imagine que du coup, financièrement, ça a dû être chaud, et là, t'as réussi à remettre les trucs sur track, parce que faire du chiffre d'affaires, c'est bien, mais comme j'ai l'impression que tu voulais dire, si t'as beaucoup de charges derrière, tu pourrais tout planter alors que ça marche. T'as réussi à garder tes parts, etc. Il n'y a pas eu des fonds qui sont rentrés, des choses comme ça. Je connais d'autres grosses boîtes, enfin, c'était copains d'ailleurs chez Eskimo, je sais qu'ils parlaient de un LBO, etc. Toi, t'es vraiment encore aux non, commandes. moi ouais, je suis encore aux commandes, j'ai pas fait d'opération financière à date. Okay. Après, effectivement, j'ai une gestion plutôt saine de l'entreprise depuis le début. Donc voilà, à ce niveau-là, on a toujours été serein. Après, c'est pas exclu que je fasse des opérations. En fait, là, j'ai envie de rentrer justement dans une phase un peu plus financiarisée parce que je pense que pour tous les collaborateurs, c'est important aussi d'avoir ces milestones financiers. Donc aujourd'hui, je me rends compte qu'il n'y a pas que pour moi que c'est important, c'est pour vraiment toute la boîte que c'est important d'associer les gens, de les incentiver, d'avoir des dates de rendez-vous, d'avoir des objectifs financiers, etc. Ça permet aussi de galvaniser l'ensemble des équipes. Et voilà. Et d'un point de vue personnel, je continue d'essayer d'avoir cette gestion saine financière de boîte rentable et saine. Et après, j'ai fait beaucoup d'investissements et donc je me rends compte qu'en fait, il n'y a pas d'Eldorado, que l'Eldorado, c'est plutôt de construire des boîtes et de les valoriser. L'immobilier, c'est compliqué, c'est pas très rentable. L'investissement en capital risque, je n'ai pas encore de ticket gagnant à date. Donc voilà, en fait, tu te rends compte que ouais, tu reviens à l'étape 1 avec un peu plus de sérénité, mais surtout plus d'expérience et l'envie d'aller plus loin. Mais voilà, je pense qu'à un moment donné, j'avais perdu un peu pied. Je me suis, voilà, et là, je suis plus humble et plus conscient il y a encore tout à faire, tu vois. Donc je peux le faire dans les meilleures conditions, mais c'est pas gagné, quoi. Pour autant, c'est pas gagné. Au moins, tu t'es construit du coup cette confiance en toi par cette bonne gestion au fur et à mesure des années. Et en effet, c'est ce qu'on disait, quand t'arrivais, que t'étais le commercial confiant, c'est parce que tu savais que t'étais bon. Et là, t'as passé aussi les étapes pour dire, ok, j'ai cette stabilité, j'ai cette expérience, et donc je peux aller faire des projets plus bold. Donc là, on est à la next step. Ouais. Ok, bah du coup, on se revoit dans 10 ans pour raconter la next step. Ouais, écoute, j'espère bien et oui, c'est vrai que ces next steps, ça va plus passer par des associés, des collabs, et donc j'ai hâte de voir aussi dans quelle mesure je suis capable de sous-traiter. La next step, c'est ça, c'est qu'en fait tout seul, tu te rends compte que tu capes. C'est comment tu réussis à faire un gros truc à plusieurs, quoi, et c'est d'autant plus excitant, quoi. Donc, mais en tout cas, merci pour l'interview, le temps passé, le podcast, et puis j'espère, ouais, dans quelques années, je pourrais t'expliquer la suite, quoi. Ouais, non, merci, Tienne. Franchement, on partage la même philosophie et ton histoire est hyper inspirante. Je pense que ça va plaire à tout le monde sur la chaîne. Merci de ta transparence, c'est hyper intéressant. Bah écoute, merci à toi et bravo pour ce que vous faites aussi. Je pense qu'on aura l'occasion d'échanger aussi
par rapport à votre activité, quoi. Avec plaisir, on t'enverra des belles boîtes, des pépites. On espère que tu feras un beau groupe. Merci d'avoir Très chaud. accepté l'invite, Étienne. Bonne journée à toi. Merci toi. À bientôt. Bonne journée.